Tous les mardis au cours de 13 heures, veuillez brancher l'émission Vivement en français sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville ou via le www.radiocentreville.com. Vivement en français, l'émission qui conjugue savoir et manière de vivre en français. Madame, Messieurs, bonjour, bon début d'après-midi. Nous sommes le mardi 5 juin 2018. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville, la radio communautaire multilingue de Montréal, émettant depuis 1975. C'est la 11e édition de Vivement en français. Merci de nous écouter. La pensée pour aujourd'hui, l'existence est un parcours vers l'horizon. Ce qui fait le charme de la vie, ce sont ses mystères, ses surprises, mais surtout ses petits bonheurs. Je reprends pour vous. L'existence est un parcours vers des horizons. Ce qui fait le charme de la vie, ce sont ses mystères, ses surprises, mais surtout ses petits bonheurs. C'est extrait de À l'assaut du bonheur, tome 2. Le mot du jour, c'est procrastination. Donc, la procrastination, c'est tendance à remettre systématiquement au lendemain ou l'habitude de reporter inutilement à plus tard des tâches ou des activités. La procrastination est une habitude qui peut avoir des conséquences négatives sur notre avenir. Et comme exemple, on peut dire que la procrastination est un obstacle à la réussite. Je vous laisse avec une pause et l'on revient pour la suite de l'émission. Encore un rêve brisé, une douleur quelque part, autant de cœurs épuisés, de blessures dans la mémoire, on ne voit plus le beau, paralysé par la peur dans ce monde qui voudrait s'envoler. Diviser et nous faire tomber du ciel. On n'a plus de mots. Est-ce que la beauté se meurt dans ce monde? Il faudra rester fort pour ne jamais tomber, s'accrocher à nos corps pour ne pas s'effondrer. Il faudrait dans ce monde tenir à quelque chose de plus beau, de plus beau, de plus beau. De retour, chers auditeurs, vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville et c'est l'émission Vivement en français qui est en l'air présentement. Et comme vous le savez, à chaque émission, nous avons un invité et on parle toujours d'un sujet les uns plus intéressants que les autres. Et aujourd'hui, on va parler de maîtrise du français. Est-ce que la maîtrise du français favorise la réussite scolaire? Et pour cela, nous avons un enseignant, donc quelqu'un qui connaît bien le domaine et qui va nous parler de ce sujet très intéressant. Et il s'agit de Pierre-Gérald Jean, qui est enseignant, président du mouvement En Marche pour Haïti. Bonjour Pierre-Gérald. Bonjour Edner, c'est un plaisir d'être au micro de Radio Centre-Ville aujourd'hui à votre émission Vivement en français. Je suis très content et très honoré d'être votre invité aujourd'hui. Alors Pierre-Gérald, pour commencer, dis-nous qui es-tu? Ah, bon, ça c'est une immense question. D'abord, Pierre-Gérald Jean, je suis d'origine haïtienne. Et je vis au Québec, à Montréal, depuis plusieurs décennies déjà. Et quand on me demande depuis combien d'années que je suis ici, j'ai dit, ça fait énormément d'hiver. Donc, ça veut dire énormément de bottes, de manteaux. Après un certain nombre d'années, j'ai résolu de ne plus dire exactement le chiffre parce qu'il n'a plus d'importance. Et je suis devenu québécois par la force des hivers, par la force des années et aussi à force de vivre dans ce pays, à force d'y travailler, d'y avoir donné naissance à mes enfants, d'y avoir enterré mes parents. Donc aujourd'hui, je suis Pierre-Gérald Jean, québécois d'origine haïtienne. Et je suis quand même quelqu'un qui est très impliqué dans sa communauté
pour avoir été pour être non seulement un enseignant, mais pour avoir été pendant plusieurs années à tour de rôle président de l'association des enseignants des enseignantes et enseignants d'origine haïtienne, ce qu'on appelle l'AIHQ, l'Association des enseignantes et enseignants haïtiens du Québec. J'ai siégé avec eux au conseil d'administration pendant plus de 10 ans. Et j'ai parallèlement à ça été président, fondateur et directeur des Fêtes créoles internationales de Montréal, ce festival qui a quand même fait la joie et le bonheur des Montréalais pendant une quinzaine d'années, de 1999 à 2014. On sait que le CV est long, Pierre Oui, Gérald, oui, énormément. Alors, je suis surtout quelqu'un de très engagé qui aime beaucoup sa communauté. Je suis père de famille, père de 2 adolescents, de grands garçons qui grandissent et qui font la fierté de leur papa. Alors, voilà. Merci Pierre Gérald, c'est une longue présentation. Et pour revenir au sujet, ou bien pour venir au sujet, est-ce que tu peux nous faire une différence entre langue maternelle, langue première et langue seconde? Puisqu'on va parler de français, et on sait qu'au Québec, assez souvent, le français requiert ces 3 statuts. Tantôt on parle de langue maternelle, tantôt langue première et tantôt langue seconde. Est-ce que tu peux faire une différence pour nous? Oui, absolument. Alors, quand on parle de langue maternelle, c'est généralement la première langue qu'on a apprise, en fait, quand on vient au monde. On aurait pu dire aussi langue paternelle, n'est-ce pas? Mais étant donné qu'on assume d'emblée que l'enfant a une plus grande proximité avec sa maman et que c'est sa maman qui lui a appris à parler en premier, donc on dit plutôt langue maternelle. Donc c'est la première langue dans laquelle on a appris à communiquer. En ce qui nous concerne, nos autres Haïtiens, notre langue maternelle, c'est le créole. Donc j'imagine que tout Haïtien commence à apprendre à parler en parlant créole. Est-ce que dans ce cas, Pierre Gérald, sans vouloir te discontinuer, est-ce que dans ce cas, même un enfant qui a grandi ici et qui parle français à la maison, est-ce qu'on peut encore considérer le créole comme langue maternelle? Non. Certainement pas. Quand je disais tout haïtien... De parents haïtiens, bien sûr. Oui, quand je disais tout haïtien, je faisais plutôt référence aux Haïtiens qui vivent sur le territoire d'Haïti. Parce que je peux prendre mes enfants à moi comme exemple. Aujourd'hui, ils parlent créole, mais ils sont nés, mais la première langue avec laquelle ils ont été mis en contact, ça a été le français. Ils ont appris le français avant le créole. Et par après, ils ont appris le créole. Donc, on peut dire que la langue maternelle de leurs parents, c'est le créole, mais leur langue maternelle à eux, c'est le français. Aussi bizarrement que ça puisse paraître. Mais aujourd'hui, ils reconnaissent la langue de leurs parents comme étant leur langue maternelle parce que, bon, évidemment, ils s'identifient à des créoles, n'est-ce pas? Surtout même s'ils sont des Québécois. Mais leur première langue, ça a été le français. Mm-hmm. Oui. Et les autres statuts, langue première et langue seconde? Alors, la langue première peut être aussi la langue maternelle, mais il y a des gens, si on prend par exemple des gens qui vivent au Québec, les francophones, leur langue maternelle, c'est le français. Ils peuvent apprendre une deuxième langue, comme étant l'anglais, comme étant une langue seconde, n'est-ce pas? Et donc, nous autres Haïtiens, on pourrait dire que notre langue maternelle, c'est le créole. Notre langue première, on va dire celle qu'on a apprise à l'école, c'est le français. Et puis l'anglais est considéré, ou l'espagnol selon le cas, peut être considéré comme une 3e ou une 4e langue. Mm-hmm. En fait, quand on parle d'autres langues, à ce moment, on parlait de langue étrangère. Exactement. Etc. Exactement. Ici au Québec, on ne peut pas dire que l'anglais, c'est une langue étrangère. Non, certainement. Mais l'espagnol... On a 2 langues officielles dans le pays. Puisque dans les cégeps ou au secondaire, des fois, l'élève a l'option d'apprendre une autre langue. Donc exact. À ce moment, oui. Exact. Oui. Alors, quel est le statut du français dans les écoles québécoises alors? Oh ben écoutez, le statut au Québec, le français a un statut de langue officielle, n'est-ce pas? Et d'abord, c'est l'école en français se fait pour la majorité des Québécois en français, n'est-ce pas? C'est la langue d'enseignement selon la loi sur l'instruction publique. Évidemment, il y a des écoles aussi anglaises, n'est-ce pas? D'ailleurs, on a la commission scolaire English Montréal où l'enseignement se fait en anglais. Et les enfants qui sont plutôt anglophones apprennent le français comme étant une langue seconde, n'est-ce pas?
Et donc, le français a un statut de langue officielle d'enseignement et une langue aussi officielle dans l'administration publique, dans la sphère publique. Ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas anglais, n'est-ce pas? Mais la langue officielle du Québec, le Québec est une province francophone. Alors, Pierre Gérald Jean, le français étant la langue première, si on peut dire la langue maternelle, la langue officielle, la langue d'enseignement ou bien la langue de scolarisation, mais n'empêche qu'on constate qu'il y a une mauvaise qualité du français au Québec. Est-ce que c'est important pour les élèves de maîtriser cette langue-là, de maîtriser le français? Je peux peut-être nuancer un peu ce que vous dites. Quand vous dites qu'il y a une mauvaise qualité du français au Québec, je pourrais vous dire qu'au Québec, il y a énormément de gens qui parlent le français très bien. Est-ce qu'il y a des gens au sein de la population qui ne parlent pas le français standard, ou bien encore, est-ce qu'il y a des expressions qui sont typiquement québécoises qu'on ne retrouve pas dans le Laos, qu'on ne retrouve pas dans les grands dictionnaires de français international? Oui, mais ça c'est propre à toutes les langues. Est-ce que le français vernaculaire, le français populaire est différent du français châtié parlé dans les grandes institutions et dans la sphère publique? Oui. Mais ça, c'est un phénomène qu'on retrouve dans tous les pays, n'est-ce pas? Donc, de là à dire qu'au Québec, il y a une très mauvaise qualité du français, je serais porté à nuancer, n'est-ce pas? Ça est fait et ça a fait couler beaucoup d'encre d'ailleurs, que ce soit dans les journaux, il y a même des rapports gouvernementaux là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a le non-respect des règles, si on peut dire, tant orthographe, grammaticales ou syntaxiques et j'en passe. C'est pour cela qu'on dit qu'on trouve que le français n'a pas une bonne qualité. Et si l'on compare l'élève peut-être suisse ou belge ou français et québécois, on dit que la différence se voit automatiquement par la qualité d'expression de ces élèves. D'abord, il y a les expressions qu'on utilise, mais il y a aussi la capacité de s'exprimer dans cette langue-là. Vous voyez? Donc, est-ce que effectivement, il y a ça, alors ça dépend de qui on parle. D'accord? Si vous prenez des élèves qui sont dans les écoles de l'île de Montréal, par exemple, les élèves qui fréquentent les écoles de l'île de Montréal, particulièrement ceux de la commission scolaire de Montréal, la CSDM, ou bien encore de la commission scolaire de la Pointe de l'Île, une commission scolaire Marguerite Bourgeois, etc. Vous allez voir, une grande majorité, ce sont des élèves qui viennent de l'immigration. Donc, ce sont des élèves pour qui le français est une deuxième, des fois une troisième, ou parfois même une quatrième langue. Donc, ce sont des gens qui sont dans un processus d'apprentissage. Il y en a qui ont réussi, après quelques années, à apprendre le français très bien. Maintenant, la question, votre question, évidemment, je peux sous-entendre que le français est peut-être mal enseigné aussi dans certaines institutions. Je ne peux pas dire cela parce que le ministère de l'Éducation a un programme d'enseignement du français qui est très clair. Et les gens qui enseignent cette langue-là dans les institutions scolaires, ce sont des gens qui ont été formés, qui sont compétents pour faire ce travail. Mais, voyez-vous, au niveau de l'acquisition et de la maîtrise d'une langue, il y a plusieurs niveaux, voyez-vous, dans l'acquisition d'une langue. Donc, selon le niveau où le locuteur arrive, il peut s'exprimer d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas demander à un jeune qui est dans le système scolaire, qui vient d'arriver il y a 2, 3, 4 ans, de parler un français parfait. Tout comme on ne peut pas demander à un immigrant qui vient d'arriver au pays, et ça fait 2, 3 ans et qu'il essaie de baragouiner la langue, de parler un français châtié. Par contre, oui, il y a des gens qui sont ici depuis très longtemps, qui vivent en français, mais qui n'arrivent pas à connaître les différents codes de cette langue-là pour pouvoir le parler de manière correcte. Vous voyez, correcte, acceptable, telle qu'on la parle au niveau international, disons. Assez souvent, quand on fait cette étude, on prend comme échantillon ceux qui ont fréquenté l'école québécoise du primaire, secondaire,
parfois collégiale et même à l'université. Et on dit que le français même constitue un obstacle à la réussite de certains élèves. Je ne peux pas mettre un chiffre là-dessus, que ce soit au niveau collégial ou même au niveau universitaire, si bien que l'épreuve uniforme de français empêche même à certains de détenir leur diplôme. Alors, quand on parle de la langue, il faut bien comprendre. La langue, il faut distinguer trois différents volets. D'abord, il y a... compétences, si on peut dire. Oui. Alors, on peut parler de la langue parlée, OK? On peut parler aussi de la langue écrite. Et on peut parler de la lecture, n'est-ce pas? Donc, il y a des gens en littératie qui ont énormément de problèmes. Ils peuvent lire, mais ils ne comprennent pas vraiment le sens de ce qu'ils lisent. Donc, ce sont des gens qui ont des problèmes de littératie, qui ont des problèmes en lecture, des choses à régler. Pourtant, il y en a, ces gens-là, qui ont des problèmes en littératie. Ils arrivent quand même à s'exprimer oralement, à faire passer leur message dans une langue qui n'est pas une langue châtiée, mais quand même qui arrive à l'utiliser comme véhicule pour communiquer. Maintenant, au niveau de l'écrit, il y a des personnes qui arrivent à parler, mais qui ont toutes les difficultés du monde à mettre par écrit leurs idées et à s'exprimer de manière correcte en respectant les différents codes de linguistiques. Vous voyez, donc il faut considérer tout ça. Parce qu'une langue, c'est aussi très dynamique, n'est-ce pas? La manière de parler en France n'est pas nécessairement la manière de parler ici. Il y a tous ces néologismes, il y a ces régionalismes, il y a les différents accents, tout ça, ça rentre en ligne de compte. Mais je peux vous dire en bout de ligne, une langue, c'est un outil de communication. C'est un véhicule qui permet de passer un message. Est-ce qu'on va s'attendre à ce que le Québécois de l'île de Montréal parle un français, le même français qui se parle à Bruxelles, ou bien encore je ne sais pas moi, à Paris, à Genève? Non, le français, le parisien, il parle à sa manière. Le Québécois qui arrive à se faire comprendre en parlant une langue qui est propre à Montréal, qui est propre au Québec, moi, je suis totalement à l'aise avec ça. Maintenant, quand on rentre maintenant dans la sphère officielle, on commence à parler de textes officiels comme ça, on rentre dans les institutions, oui, il y a un code linguistique à respecter. C'est tout à fait normal que les gens qui s'expriment dans cette langue-là, qui l'écrivent, qui la parlent, arrivent à respecter ces codes pour se faire comprendre, non seulement par les gens d'ici, mais par tous les francophones du monde. Ça, je suis d'accord là-dessus. Maintenant, je vais juste rajouter quelque chose au niveau de la langue d'enseignement. C'est vrai que ceux qui enseignent cette langue-là doivent d'abord prêcher par l'exemple. Un enseignant qui est prof de français ou bien encore qui enseigne une autre matière, évidemment, il ne lui est pas permis de commettre des fautes graves comme ça dans la langue. Que ce soit dans la langue écrite ou bien dans la langue parlée, il faut que cette personne arrive à s'exprimer correctement, arrive à écrire correctement en français. Parce qu'il faut qu'il prêche par l'exemple et il faut aussi qu'il apprenne les choses de manière correcte à ses élèves, à ses étudiants. Et pourtant, dans ces études ou dans ces articles, les enseignants sont aussi montrés du doigt puisque... Je vous corrige tout de suite en vous disant que des enseignants. Des enseignants. Pas les enseignants. Parce non, que je quand dis même, ces enseignants, oui. Ceux qui ont de la difficulté ou bien qui ne parlent pas ou qui ne maîtrisent pas bien la langue, en fait. Mais ma question, c'est d'où vient le problème ou comment faire pour rectifier le tir? Je crois que ce problème-là n'a pas une seule source, c'est multifactoriel. D'abord, je crois que ces gens-là qui sont arrivés dans la profession avec des lacunes au niveau du français, eh bien, ce sont des lacunes qu'ils ont traînées pendant des années. Vous savez, il y a des mauvaises habitudes qui ont la vie dure, hein. Alors, c'est très difficile aussi. Moi, j'entends pas seulement des profs, hein, mais des professionnels, des politiciens même, des ministres et même certains premiers ministres qui parlent en faisant des fautes graves de français. Est-ce qu'ils font attention? Est-ce que ça veut dire pour autant qu'ils ne sont pas compétents? Non. Évidemment, on peut en parlant comme ça, faire des erreurs. Mais si on est conscient de l'erreur et qu'on est capable de la corriger, c'est pas si grave que ça. Mais si on n'est pas conscient de lacunes et qu'on continue à les répéter jusqu'à les transmettre à d'autres, à ce moment-là, c'est grave. Il y a un travail à faire au niveau de l'enseignement, c'est sûr, dans nos écoles. Il y a un travail à faire au niveau de la formation universitaire. Et au niveau de la formation des maîtres, c'est sûr qu'il y a un travail à faire.
Mais il ne faut pas uniquement cibler les enseignants. Il faut cibler Et la société. la société en général, ensemble. les différents professionnels, que ce soit des médecins, des ingénieurs, des pharmaciens, des avocats, Les journalistes. des journalistes même, à la radio, à la télévision. On entend des présentateurs, des présentatrices à la télé, écoutez, qui parlent en faisant des fautes Grave. inacceptables, n'est-ce pas? Donc c'est l'ensemble de la société. Il y a un laxisme aussi. Ici au Québec, c'est une société inclusive, permissive, c'est une société conciliante, vous voyez, qui a tendance à, je ne dirais pas à minimiser, qui a tendance à pardonner les petites erreurs en disant, bah écoutez, bon, ça va, là, on est capable de vivre avec ça, c'est pas la fin du monde. Et puis il y a aussi cette mentalité dans certaines couches de la population qui a tendance à dire, écoutez, nivelons un peu, égalisons un peu, soyons pas trop snob, soyons pas trop élitistes, soyons pas trop, je vais utiliser un mot ici, trop zuzu dans notre manière de penser, de parler. L'essentiel, c'est qu'on arrive à communiquer entre nous, à se faire comprendre. Alors, parlant de snobisme, quand on fait l'effort de parler correctement, c'est ce qu'on nous considère. Hein. On nous dit qu'on est snob, etc. Pourtant, c'est un effort consenti pour parler correctement. Le bien parler n'a pas toujours Bien vu. n'est pas toujours bien vu dans toutes les sphères de la société, effectivement. Mais j'évite toujours de généraliser. Vous voyez, et les gens qui parlent bien, c'est sûr et certain qu'on voit que ce sont des gens qui sont bien formés, qui sont bien éduqués, qui font attention à la manière de parler. Ils ne sont pas nécessairement mal vus non plus. Vous voyez, il ne faut pas trop généraliser. Mais généralement au Québec, on a tendance à considérer les gens qui parlent d'une manière standard comme étant des gens bien de chez nous, n'est-ce pas? Alors, avant d'aller vers la pause, j'ai une autre question, Pierre Gérald. Si l'on parle de maîtrise du français, qu'est-ce que ça prend? Quels sont les prérequis? Bon, comme je vous ai dit, il y a plusieurs niveaux de langage, n'est-ce pas? Donc, on peut, selon le niveau qu'on veut atteindre, ben, il faut connaître les codes linguistiques. Il faut pouvoir bien écrire cette langue et pouvoir respecter les choses, que ce soit au niveau syntaxique, que ce soit au niveau grammatical, que ce soit au niveau orthographique. Vous voyez, il faut être capable de s'exprimer en respectant les différents, en respectant les règles et le code linguistique. Mais que ce soit au niveau au niveau oral aussi, il faut être capable de bien construire ses phrases pour bien articuler sa pensée et exprimer sa pensée de manière logique, cohérente, chronologique pour exprimer ce qu'on veut dire, faire en sorte que le message passe. Vous voyez, il y a le code de l'écrit, il y a aussi la manière de parler. Donc tout ça, ça rentre en ligne de compte. Grosso modo, je peux vous dire, pour atteindre un certain niveau au niveau de la langue française, c'est une langue d'abord qui est très complexe, qui a énormément de règles, qui a énormément de codes. Il faut d'abord les connaître, bien les maîtriser. Il faut pratiquer aussi. Parce que si on ne pratique pas, c'est sûr et certain qu'on ne pourra pas arriver à respecter ces codes-là, que ce soit au niveau de l'écrit ou bien au niveau de l'oral. Voyez. Alors, on va prendre une pause. Avant qu'il ne soit trop tard, qu'on arrive à oublier chacun de nos faux départs. Et on rêve encore, on se donne envie de vivre dans ce monde. De retour, chers amis auditeurs, nous sommes avec Pierre Gérald Jean et l'on parle de la maîtrise du français. Est-ce qu'elle favorise la réussite scolaire? Alors, Pierre Gérald, comment faire ou bien comment amener les élèves à maîtriser le français? Je sais que ce n'est pas la majorité des élèves, mais on sait qu'il y en a quand même un bon nombre qui ont de la difficulté, que ce soit au niveau écrit, à l'oral et au niveau de lecture aussi, qu'on peut parler de compréhension écrite. Comment les amener à avoir la maîtrise nécessaire de la langue?
Vous savez, il faut d'abord commencer dès le tout jeune âge, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que je dis toujours aux parents et à mes collègues et aux différents fonctionnaires que j'ai l'occasion de rencontrer, au cadre aussi, au niveau des commissions scolaires, je leur parle toujours de l'importance de la lecture, n'est-ce pas? Il faut mettre les élèves et les enfants, dès leur plus jeune âge, en contact avec la lecture, leur donner l'occasion de lire. Parce que c'est sûr et certain que l'enseignement de la langue par quelqu'un d'autre, c'est quelque chose qui est formidable parce que on modélise, n'est-ce pas? Et le jeune a l'occasion d'apprendre. Par exemple, on explique. Mais un jeune qui a l'habitude, qui a l'occasion d'être en contact avec la lecture, va découvrir beaucoup par lui-même. Il va être en contact avec tout un univers, tout un monde qu'il va découvrir. Il va apprendre à construire, à construire du sens. Et ça, c'est vraiment capital, c'est fondamental même dans le développement. D'abord, il va être en contact avec les mots, vous voyez, et pour parler, pour écrire, dans quelle que soit la langue dans laquelle on veut écrire, ça prend des mots. Il va voir un peu comment les phrases sont construites. Il va aussi apprendre à exprimer ses idées, parce que ces idées-là, il les voit. Et non seulement il les voit, il va les mémoriser. Donc, on dit que des enfants qui ont la chance, l'opportunité d'être en contact avec la lecture, peuvent posséder jusqu'à 10 fois plus de mots, sinon plus qu'un enfant qui n'est pas en contact avec la lecture. Donc, ça veut dire celui qui n'est pas en contact avec la lecture au quotidien, qui n'a pas ses habitudes de lecture, là, va être totalement désavantagé. La deuxième chose, une langue, on l'acquiert par la pratique. Il faut avoir l'occasion de parler, de s'exprimer. Et c'est pour ça, dans les écoles du Québec, on interdit aux jeunes, dans les écoles francophones, de s'exprimer dans une autre langue que le français. Parce que ces jeunes-là qui sont dans nos écoles, la plupart du temps, sont des jeunes allophones. Et quand ils arrivent à la maison, ils sont en contact avec leur langue maternelle qui n'est pas le français. Donc, l'endroit idéal, l'endroit de prédilection où ils sont capables de s'exprimer en français, c'est à l'école. Donc, cette interdiction de s'exprimer dans une langue autre que le français, c'est une façon de leur rendre service, qu'ils soient vraiment dans un bain francophone, qu'ils puissent parler français, qu'ils puissent entendre parler français, qu'ils puissent écrire en français. Tout ça pour lui donner le plus d'opportunités et de chances de s'exprimer dans cette langue-là. Et c'est par la pratique, c'est par l'effort qu'on arrive à maîtriser. Et il faut écrire. Il faut écrire beaucoup. Pas nécessairement écrire avec un stylo, hein. Peut-être avec un clavier aussi. Mais donner la chance aux jeunes d'écrire. Comme ça, en écrivant, les idées qu'ils ont dans la tête, ils sont capables de les mettre sur papier ou bien encore sur un écran. Et ils sont capables de voir très clairement ces idées-là prendre forme sur un écran ou sur une feuille de papier. Donc, comment maîtriser la langue? D'abord, il faut, dès le plus jeune âge, être en contact avec la lecture. Il faut connaître les différentes règles et les codes de cette langue-là. Il faut pratiquer. Il faut écrire. Et ce que je dois dire aussi à nos auditeurs, que ce soit des parents, des jeunes ou bien encore des enseignants qui nous écoutent, quand on dit qu'un jeune doit être en contact avec la lecture, il ne faut pas nécessairement lui imposer des choses à lire. L'essentiel, c'est qu'il lise, peu importe ce qu'il lise. Ça peut être une liste d'épicerie, ça peut être des circulaires, ça peut être des annonces publicitaires, ça peut être des panneaux, ça peut être n'importe quoi, un inventaire. Des bandes dessinées. L'essentiel, c'est qu'ils lisent. Et aussi, laisser les jeunes lire les choses qui les intéressent. Si je vous impose de lire, je ne sais pas moi, une encyclopédie ou un dictionnaire, vous allez commencer. Au bout de quelques minutes, vous allez être fatigué parce que ça ne vous intéresse pas vraiment. Tout à fait. Mais tout à l'heure, Gérald, vous avez parlé de mémorisation et on dit le fait même qu'on enlève cet exercice à l'école, l'exercice de mémoriser, soit par la récitation, etc. Donc, ça fait que les élèves ne retiennent pas les règles de la langue. On a tous besoin de mémoriser. La mémoire, c'est une des fonctions du cerveau qui est très importante, n'est-ce pas?
voyez, si vous n'aviez pas de mémoire, vous ne sauriez même pas comment je m'appelle, même si je vous l'avais dit il y a quelques minutes, n'est-ce pas? Donc, la mémoire est importante. Mais est-ce que la mémoire toute seule suffit? Non, la mémoire ne suffit pas toute seule. La compréhension. La compréhension, énormément. La capacité de créer, de développer du sens, vous voyez? Et je vous parlais aussi tantôt de l'importance de toute la sémantique là, au niveau de la langue. C'est très important que le jeune soit capable de construire du sens, de décoder, de construire et d'être aussi capable de déconstruire pour reconstruire par lui-même, n'est-ce pas? Donc tout ça, ça participe à ce qu'on appelle le développement des compétences linguistiques. Alors, Pierre-Gérald Jean, en fait, on est au cœur de l'Amérique du Nord avec les États-Unis au sud et au nord, on a le reste du Canada et ça crée un conflit d'où l'élève ne sent pas trop d'intérêt à maîtriser ou à parler bien le français. Mais comment créer cette motivation chez nos élèves? Écoutez, indéniablement, nous subissons l'influence de l'anglais en Amérique du Nord. Vous voyez, même certains pays qui sont très loin de l'Amérique du Nord sont sous l'influence de l'anglais. L'anglais est une langue beaucoup plus facile à apprendre que le français. Il y a beaucoup moins de mots, beaucoup moins de règles. Et c'est une langue majoritairement monosyllabique, n'est-ce pas? Je m'amuse de temps en temps à dire à mes élèves, à mes étudiants, regardez bien les mots. La majorité des mots anglais, ce sont des mots monosyllabiques. Et les mots qui sont plurisyllabiques en français, en anglais, ce sont pour la plupart des mots empruntés. Et une grande majorité de ces mots-là sont des mots empruntés. Si je vous demande de me décrire ou bien tout simplement de me citer les différentes parties de votre corps, vous allez voir, ce sont des mots monosyllabiques. Air, eyes, nose, mouth, arm. Vous voyez, des mots vraiment unisyllabiques. Et si on prend des mots qui sont des mots plurisyllabiques, comme le mot table, table, c'est un mot français. Vous voyez? Donc, tout ça, c'est juste pour vous montrer comment, à plusieurs égards, le français est un peu plus difficile Tout à fait. que l'anglais. En français, il y a beaucoup de mots pour décrire une seule réalité. Tandis qu'en anglais, c'est le contraire. En anglais, avec un mot, vous pouvez décrire différentes réalités, n'est-ce pas? Et le français, c'est une langue riche, et ce qui la rend un peu plus complexe aussi. C'est une langue sophistiquée. Je ne dis pas que l'anglais n'est pas sophistiqué, mais le français est beaucoup plus sophistiqué. Deuxième explication que je peux vous donner, vous voyez, l'anglais est devenu par la force des choses la langue du marché, et la langue du commerce, la langue des communications. Et les grandes compagnies de communication mondiales viennent des pays anglophones, des États-Unis pour la plupart. Quand on parle d'Internet, quand on parle de Facebook, de YouTube, de Google, etc., d'Apple, ce sont toutes des compagnies américaines. Et tous ces gens-là, ils utilisent l'anglais. L'anglais est devenu la langue aussi de la politique internationale. C'est devenu la langue mondiale. Donc, l'attraction de cette langue-là est forte. Et combiné à tout ça, notre proximité avec les États-Unis et le reste du Canada, nous sommes à peu près 38 millions au Canada, dont 8 millions au Québec. Donc, vous voyez, aux États-Unis, ils sont 370 millions. Donc, 360 millions. 360 millions. Alors, quand vous prenez ça, nous sommes une goutte dans un océan, n'est-ce pas? Donc, il faut faire attention, il faut protéger cette langue-là. Mais quand même, on va dire que depuis les années 60, 70, que le Québec se bat pour protéger la langue française, on y est quand même parvenu assez bien, n'est-ce pas? On parle encore français au Québec. La preuve, c'est que nous sommes en train d'avoir une belle entrevue en français, n'est-ce Alors, pas? on dit que quelqu'un qui parle bien sa langue, c'est la preuve de culture. Donc, c'est la preuve d'instruction, de savoir, si on peut dire, ou d'éducation. Est-ce qu'on ne devrait pas faire ce sacrifice au Québec pour parler, si vraiment on est fier de parler français, mais de bien aussi le parler, de bien parler français? J'ai un petit peu de difficulté avec ça. Vous voyez, il y a des gens qui ne s'expriment pas très très bien en français, mais qui sont des gens quand même assez cultivés, qui sont des gens très instruits dans leur domaine. Ce ne sont pas des
comment je dis, ce ne sont pas des encyclopédies, ces gens-là, n'est-ce pas? Mais dans leur domaine, ils sont extrêmement compétents. Autrefois, on formait des gens qui avaient des connaissances un peu dans presque tous les domaines. Mais aujourd'hui, c'est différent, c'est très segmenté. Et les gens sont très compétents dans leur domaine, ils sont très instruits, mais ils sont capables de s'exprimer sans nécessairement respecter toutes les règles et tous les codes de la langue. Vous voyez? Et moi, je crois que ça a quand même fait une société qui est différente des sociétés de, je ne sais pas moi, des années 60-70, mais c'est une société qui fonctionne et qui évolue bien. Et je suis conscient qu'il y a quand même des efforts à faire pour améliorer la qualité de la langue parlée au Québec, la qualité aussi de la langue écrite, particulièrement la langue écrite, particulièrement auprès des gens qui ont pour mission de transmettre ces connaissances-là. Néanmoins, je dois dire qu'on vit quand même dans une société qui permet à l'ensemble de ces citoyens d'être quand même bien instruits, d'être fonctionnels, de pouvoir travailler, de faire avancer cette société. Il ne faut pas qu'on soit trop sévère avec nos compatriotes. Je suis d'accord. Donc, on va prendre une autre pause, Pierre Gérald, et de retour, on va continuer avec l'émission et l'on parle de la maîtrise du français. Une pensée pour les déprimés, oppressés, les opprimés, ceux qui veulent décompresser. Un béret pas molli, pour ralentir ceux qui sont pressés, stressés, pour dépêcher ceux qui ne veulent pas s'empresser. Un béret pas molli, c'est une chanson pour les prisonniers, qu'ils reprennent goût à la vie et la chantent lorsqu'ils s'ennuient. Pour les malades et les blessés. Le mot du jour, plutôt l'expression du jour, c'est avoir voix au chapitre. Avoir voix au chapitre, c'est avoir le droit ou l'autorité de donner son opinion, de prendre part à une décision. Et par extension, cette expression signifie avoir de l'influence ou le pouvoir d'influencer les autres. Cette expression est utilisée pour quelqu'un qui exerce son influence dans un groupe, une association, un parti, etc. et dont les mots pèsent et peuvent changer la donne. Et comme exemple, on peut dire que les membres de la coalition ont voix au chapitre. Et la nuance du jour, ou la notion du jour, on va établir la nuance entre deuxième et second, et la différence que beaucoup ne savent pas. Donc, il y a une différence certainement entre deuxième et second. On dit deuxième lorsqu'il y a un troisième, un quatrième, ainsi de suite, alors qu'on dit second quand il n'y a que deux. Donc, ainsi, son deuxième enfant indique qu'il y en a d'autres. Alors, si on dit son second enfant, cela indique que c'est le dernier. Donc, c'est là la différence entre deuxième et second. Deuxième, quand il y en a d'autres, troisième, quatrième, et ainsi de suite. Alors que quand on dit second, c'est qu'il n'y a que deux. Et c'est pour cela on parle encore de la Seconde Guerre mondiale et non la deuxième, parce qu'il n'y a pas encore une troisième. Ce qu'on ne souhaite pas, bien entendu. N'est-ce pas? Alors, Pierre Gérald, on continue avec notre entrevue. Qui sont les acteurs impliqués? Assez souvent, on pense que c'est seulement les enseignants. Donc, le travail revient aux enseignants pour aider les élèves à maîtriser, à avoir l'intérêt, la motivation ou l'engagement même d'apprendre le français comme il faut. Qui sont les acteurs impliqués? Savez-vous, voyez-vous, je me plais à dire à mes étudiants que ce qu'ils apprennent à l'école ne représente que 10% des connaissances qu'ils vont acquérir dans la vie. Ouais. Donc, ça veut dire les 90% restants, ils vont les acquérir ailleurs qu'à l'école. Les acteurs impliqués, ils sont multiples. Hein. Ils sont multiples. D'abord, il y a les acteurs directs, les intervenants directs auprès des enfants, les parents au premier chef, n'est-ce pas? Si les parents ne sont pas nécessairement des francophones ou des francophiles, ils peuvent quand même prêcher par l'exemple. Quand vous voulez que votre enfant se développe le goût de la lecture, il ne faut pas juste lui mettre un livre entre les mains. Il faut lire aussi. Ou donner des ordres.
il faut pas juste ordonner de lire. Il faut d'abord vous mettre à lire. Prêcher d'abord par l'exemple. Vous pouvez plus facilement convaincre un enfant de lire en prenant un livre et en commençant à lire vous-même. Et par mimétisme, l'enfant va vous imiter. Et vous pouvez aussi en faire une activité familiale. Pourquoi pas? Des séances de lecture conjointes, parents-enfants. Et comme ça, vous lui donnez ces habitudes-là. D'abord, commencez par donner l'exemple à la maison. Ensuite, il y a d'autres intervenants. Vous voyez, les Africains disent, à raison d'ailleurs, que ça prend tout un village pour élever un enfant. Le jeune, il passe combien de temps à l'école? 5-6 heures par jour, 5 jours par semaine. Les autres heures, dans une journée, il n'y a pas juste 8 heures, il y en a 24. Il en reste 16. Et les 16 autres, il les passe où? À la maison, dans le voisinage, dans des centres, dans différents endroits où il va bénéficier d'activités. Il y a aussi les gens qui sont au niveau médiatique. Les médias ont un rôle capital à jouer dans l'éducation de nos enfants au Québec. D'abord, bien parler, que ce soit à la radio, à la télévision. Il y a des jeunes qui vous écoutent. Prêchez par l'exemple, commencez par donner l'exemple. Les gens qui sont dans des mauvais exemples. Voilà, les gens qui sont dans des postes d'autorité, des postes de pouvoir, quand ils s'expriment, c'est à eux aussi de bien s'exprimer, de bien parler cette langue. Et les jeunes vont les prendre en exemple. Il y a vraiment beaucoup d'acteurs dans les centres communautaires à différents niveaux. Les acteurs sont multiples. Ce n'est pas uniquement l'école. L'école fournit une partie des connaissances aux enfants. Et le reste, ils vont les chercher ailleurs, dans différentes sphères, dans différents endroits dans notre société. Et cela, nous devons tous en être conscients pour ne pas laisser abandonner la responsabilité de l'éducation de nos jeunes uniquement aux enseignants. Parce que eux, ils sont quand même limités dans ce qu'ils sont capables d'accomplir dans l'éducation des jeunes. Et les parents, je suis conscient qu'ils sont très occupés, qu'il leur manque de temps. Mais ce temps-là que les parents n'ont pas, cette capacité de s'asseoir, de s'investir dans l'éducation de leurs enfants, ils peuvent suppléer à ça en permettant aux enfants d'aller découvrir par eux-mêmes, de fréquenter les bibliothèques, de fréquenter des musées, pour se cultiver eux-mêmes, être les acteurs de leur propre éducation. Eux aussi, les responsabiliser par rapport à tout ça. Alors, c'était ça la question que j'avais en tête. Puis, en Haïti, quand j'étais plus jeune, il y avait les clubs littéraires. Je fréquentais les clubs littéraires. Et un peu plus vieux, il y a le Toastmaster qui est arrivé en Haïti. Le club Toastmaster, c'est un club d'auto-formation en communication. Ils apprennent à s'exprimer. Exactement. Donc, puisque j'étais enseignant et j'aimais vraiment parler en public. Donc, vous êtes passé par le club de Toastmaster. Exactement. J'étais ça se voit, ça s'entend compétent, oui. Donc, je suis passé par là, donc j'ai fait mes 10 discours pour être compétent, j'ai fait le manuel de leader, etc. Ça m'a beaucoup aidé, d'autant plus que le Toastmaster, c'est l'entraide, c'est la pratique aussi, par l'évaluation qui est l'épine dorsale du mouvement. Est-ce qu'il y a des mouvements comme des activités que vous pourriez conseiller aux élèves, aux jeunes qui nous écoutent présentement de faire pour vraiment améliorer leur apprentissage de la langue? Je sais qu'il y a des cercles de lecture qui existent. Il y a aussi les ligues d'improvisation. Ça, c'est surtout au niveau des cégeps. Et je ne suis pas certain si dans certaines écoles secondaires, il y a ça. Mais il y a des cercles de lecture. Et il y a aussi le mouvement Toastmaster qui existe ici au Québec pour les gens qui sont un petit peu plus... 61, il y a une cinquantaine de clubs ici. Exactement, il y en a plein. Donc, les jeunes qui veulent, et les parents aussi qui veulent initier leurs jeunes au bien parler, bien écrire, tout ça, pour vraiment apprendre à maîtriser la langue, ils peuvent facilement, je n'ai pas la liste en tête, ils peuvent facilement, en faisant une petite recherche sur Internet, sur Google, trouver les différents endroits où ils peuvent amener leurs jeunes, vous voyez, pour profiter de ces services-là et développer leurs compétences linguistiques en français. Je mets l'importance sur le français parce que, étant moi-même enseignant au niveau collégial, et je donne un cours de maîtrise du français, donc il y a des employeurs qui
tirent là-dessus, qui même écrivent les cégeps, surtout pour les étudiants dans les programmes AEC, attestation d'études collégiales, qui disent, écoutez, vous nous envoyez des étudiants, mais qui sont surtout les étudiants allophones, qui ne maîtrisent pas le français, parce que quand quelqu'un ne peut pas rédiger un rapport d'activité, soit après un stage ou bien après même une activité, je ne sais pas, admettons, on donne la responsabilité à quelqu'un de gérer une équipe ou bien d'être chef d'équipe, ils font un rapport hebdomadaire, parfois même journalier, et la personne ne peut pas remplir, on dit que c'est quand même un problème de compétence, et qui fait des fois qu'on dit que cette personne n'est pas qualifiée même pour le poste. Et quand on considère la prestation des jeunes dans les entrevues, etc., c'est souvent catastrophique, quoi. Un jour ou l'autre, on va être en situation où on verra que le français était important. Alors, tant qu'à s'y mettre aujourd'hui et maintenant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Il est clair qu'il y a un coup de barre à donner. Et il est clair qu'il y a un coup de barre à donner au niveau de l'enseignement du français au Québec pour un peu élever le niveau, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que je dis que ça commence dès le plus jeune âge, même à l'école primaire, ouais, au premier cycle du primaire, au secondaire, et dans les cégeps, dans les universités, dans les différents niveaux d'enseignement. Il y a un travail à faire pour amener un petit peu plus de rigueur, pour amener aussi, et pour rehausser les critères, les exigences au niveau, que ce soit au niveau de l'admission, rehausser aussi les seuils de réussite. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps. Il y a un certain laisser-aller. Et je crois qu'il est temps qu'on donne un coup de barre pour élever le niveau. Parce que ça commence à se sentir, que ce soit au niveau de l'enseignement lui-même, que ce soit au niveau professionnel, des jeunes professionnels qui arrivent sur le marché du travail, comme vous l'avez si bien indiqué, et qui démontrent une insuffisance au niveau de la maîtrise du français. Et il y a un travail à faire à ce niveau-là. Mais ça commence vraiment au niveau le plus bas. Vous voyez, parce que dès que le jeune commence par acquérir une bonne base, il est capable de construire là-dessus. Et tranquillement, s'il est bien accompagné, s'il est bien encadré, bien, il va continuer. Et puis, ça ne pourra que s'améliorer. Et quand il aura fini son cycle d'études secondaires ou bien collégial, et lorsqu'il aura fini son diplôme universitaire, que ce soit au niveau du baccalauréat ou de la maîtrise ou du doctorat, ben, il sera suffisamment compétent en français pour fonctionner normalement au niveau professionnel. Alors, lorsque j'échange avec des jeunes, surtout par texto ou même par courriel, on trouve que des fois, on se demande si c'est le français. Parce que soit il y a absence des éléments grammaticaux, de prépositions, ou bien des fois, il y a la question de terminaison des verbes, c'est pas du tout présent. On le constate, la langue évolue. La langue évolue. Une langue est dynamique, elle vit avec son temps. Elle vit aussi avec sa société. Et la société change. Et la manière d'écrire les jeunes, bon, c'est aussi symptomatique de notre façon de vivre aujourd'hui. Tout va vite, n'est-ce pas? Tout à fait. Et les gens, ils visent beaucoup plus l'efficience, l'efficacité. Et pour eux, le temps, c'est précieux. Alors, au lieu d'écrire des mots qui sont très longs, ben, ils cherchent des abréviations, ou bien encore, ils prennent des raccourcis, ils oublient les accords, ils oublient les accents. Et ça peut se comprendre dans un langage d'utilisation quotidienne. Mais quand il s'agit maintenant, on rentre dans une utilisation plus officielle de la langue, il faut formaliser les choses. Vous voyez, il faut respecter davantage les codes linguistiques. Mais moi, qui suis prof, il m'arrive aussi d'écrire en texto, n'est-ce pas, en prenant des raccourcis. Parce que je mets beaucoup plus l'accent sur le message à transmettre que sur la qualité du texte que j'écris. Vous voyez, il ne faut pas que je le fasse trop souvent, par exemple, parce que j'ai développé de mauvaises habitudes. Mais il nous arrive à tous de faire ça, par bout. Et les jeunes, c'est sûr que pour certains, c'est presque devenu la norme. Mais c'est ce que j'allais dire, parce que lorsqu'ils se trouvent en situation formelle, on trouve que ce sont les mêmes erreurs. Il y a une collègue qui enseigne à l'université qui m'a raconté une anecdote où dans un texte, il fallait écrire le mot déesse, déesse féminin de Dieu. Et l'étudiant a écrit DS, D majuscule, S majuscule.
C'est l'appareil électronique. Et ces jeunes-là, c'était même pas rendu compte que c'était pas comme ça qu'on écrivait le mot déesse, qui est féminin de Dieu. Donc, il a juste écrit l'abréviation D et puis S pour l'appareil électronique. Vous voyez, c'est pour vous dire, on rentre un peu, la langue évolue avec son temps, mais il faut faire attention. Il faut mettre les jeunes en contact beaucoup avec la lecture. Parce que la langue, elle est écrite. Avant d'être parlée, elle est écrite. Et pour bien la parler, bien, il faut savoir l'écrire aussi. Et assez souvent, lorsqu'on commence aussi, on commence par l'écrit, généralement. Oui, évidemment. Alors, on arrive presque à la fin de l'émission. Pierre-Gérald Jean, je dois commencer par vous remercier de votre participation et merci pour ces points d'éclaircissement. Ça me fait vraiment plaisir. Hein? Et vous avez une très, très belle émission. J'espère que les auditeurs vont apprécier un peu ce moment qu'on a passé ensemble et qu'on a pu leur apporter certaines informations utiles. Alors, des conseils pratiques pour les jeunes et les parents qui nous écoutent présentement. Je ne cesserai jamais de le répéter, la lecture et encore la lecture. Parce qu'un jeune qui lit, c'est un jeune qui réussit. Et ne vous contentez pas uniquement de ce qu'on donne à vos jeunes à l'école. Essayez de développer chez eux le goût de la lecture par tous les moyens possibles et imaginables. Alors, lire, ce n'est pas seulement déchiffrer, comme on peut dire, notion du jour. Donc, c'est-à-dire, il faut comprendre en même temps qu'on lit, mais comment et pourquoi? Lire, c'est découvrir tout un univers. Lire, c'est chercher du sens. Lire, c'est décoder. Lire, c'est aussi se donner le pouvoir et la capacité de créer du sens. Lire, ça nous permet de développer notre imagination à travers l'imaginaire des autres. On finit par développer nous-mêmes notre imagination. On devient beaucoup plus créatif. Vous voyez, pas seulement créatif au niveau de notre capacité de nous exprimer dans une langue, mais créatif à tous les niveaux. Lire, c'est une forme d'art, d'une certaine manière. Vous voyez, c'est un art. Donc, ça nous rend beaucoup plus créatifs, beaucoup plus imaginatifs, et ça nous permet de réussir dans les autres matières. Parce que tout est écrit. Tout est écrit. Si on est capable, si on développe ses compétences linguistiques, ben, on ne va pas être uniquement compétent en français, on sera compétent en sciences, on sera compétent en mathématiques, on sera compétent en chimie et dans toutes les autres matières. Voilà. Moi, je pense qu'il faut partir du principe qu'on est tous un produit. Donc, chaque être humain est un produit. Il faut savoir se vendre. Et pour bien se vendre, il faut savoir communiquer et bien communiquer. Parce que bien communiquer, c'est un art. On peut communiquer parce qu'il faut communiquer pour vivre. Mais si on veut aller au sommet, de se dépasser et réussir même sa vie personnelle, je pense qu'il faut savoir bien communiquer. Tout à fait d'accord avec vous. Tout à fait. Bon, ben, alors, moi, je pense que au Québec, c'est sûr et certain, il y a du travail à faire auprès de nos jeunes pour les pousser vers l'excellence. Vous voyez, au niveau de la langue. Vous savez que ici au Québec, on est une des sociétés les mieux classées au niveau des apprentissages en mathématiques et en sciences. Par contre, on ne pourrait pas dire la même chose en langue. Au niveau de l'acquisition du français. C'est sûr qu'il y a du travail à faire, mais quand même, donnons-nous du temps, donnons-nous les moyens d'y arriver, et surtout, prêchons par l'exemple. Commençons la volonté de protéger le français ici au Québec, elle est là, et je la salue. La volonté de vivre dans une culture française et francophone, elle est là. Il faut poursuivre, mais il ne faut pas juste avoir la volonté de vivre en français. Il faut avoir la volonté de protéger cette langue en bien la parlant, en l'écrivant aussi correctement. Mais on va demander aux gens ce qu'ils sont capables de donner. Parce que dans notre société, tout le monde n'a pas les mêmes opportunités. Il y en a qui ont la chance de faire de grandes études et qui sont capables de bien écrire, de bien parler la langue. Il y en a d'autres qui ne sont pas capables. Alors, on va être indulgents pour ceux qui sont les moins chanceux. Et puis ceux qui sont capables, continuons de faire des efforts.
Et surtout, rendons-la facile pour tout le monde. Exactement. Merci Pierre-Gérald Jean et merci chers amis auditeurs d'avoir été à l'écoute. Donc j'ai 2 petites annonces pour vous. N'oubliez pas que la campagne de financement de Radio Centre-Ville se poursuit. Vous pouvez faire un don en ligne ou bien par chèque. Vous pouvez expédier votre chèque à l'adresse de la radio qui se trouve au 5212 boulevard Saint-Laurent, Montréal. Ou bien pour de plus amples informations, vous pouvez appeler au 454-495-1540. Et à partir du 26 juin, on va recevoir les jeunes qui vont partager avec nous leurs expériences scolaires, leurs perspectives et pourquoi pas leur passion dans la vie. Donc à partir de 26 juin prochain jusqu'au 28 août, ce sera spécial des jeunes à l'émission Vivement Français. Pour permettre à vos jeunes de participer à l'émission, vous pouvez m'appeler directement au 438-878-3220 ou m'écrire à vivementfrançais@commercial-gmail.com. Donc c'est ici que s'achève l'émission. Je vous dis déjà bonne fin d'après-midi et bonne semaine à la semaine prochaine pour une autre émission Vivement Français. Merci, bye bye. Tous les mardis au cours de 13h, veuillez brancher l'émission Vivement en français sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville ou via le www.radiocentreville.com. Depuis le Frontenac assiégé, bombardé, détruit ton mortier, mortifié, reconstruit, incendié. Vivement en français, l'émission qui conjugue savoir et manière de vivre en français. Tous les mardis au cours de 13h, veuillez brancher l'émission Vivement en français sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville ou via le www.radiocentreville.com. Depuis le Frontenac assiégé, bombardé, détruit ton mortier, mortifié, reconstruit, incendié. Vivement en français, l'émission qui conjugue savoir et manière de vivre en français. Tout sauf plate,